Lors de l'épisode précédent, nous avons vu que l'intelligence artificielle pouvait être définie de manière différente selon l'approche qu'on adopte. Stuart Russell et Peter Norvig ont recensé ces approches et constaté que celle qui constitue aujourd'hui le modèle standard de l'intelligence artificielle repose sur la notion d'agent rationnel. Un agent rationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui doit être autonome, persistant, attentif à son environnement et capable de se fixer et suivre des objectifs. Mais là, vous vous demandez peut-être, mais dis donc, petit agent, comment peux-tu te fixer des objectifs? Ce n'est pas plutôt à nous, tes créateurs, de te dire quoi faire? Eh bien, c'est justement là qu'intervient la notion d'utilité. Mais avant d'en parler, observons d'un peu plus près notre agent. On distingue habituellement deux choses. L'architecture de l'agent, c'est-à-dire ce qui lui permet de percevoir et d'agir, et son programme, qui détermine comment il décide d'agir. C'est sur ce programme que se concentre principalement la science de l'intelligence artificielle. C'est lui qui rend l'agent plus ou moins autonome, plus ou moins intelligent, ou si vous préférez, plus ou moins agentique. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour les notions de système faiblement ou fortement agentique. Un agent peut fonctionner de plusieurs manières. Par simple réflexe, je me cogne sur un mur, je change de direction. Il peut aussi avoir une représentation de son environnement et anticiper son évolution. Il peut se donner un objectif et planifier les étapes pour l'atteindre. Et enfin, il peut chercher à être heureux. Bon, le mot heureux est sûrement un peu trop anthropomorphique, voire gênant. C'est pourquoi on parle plutôt d'utilité. L'utilité, c'est quoi? L'utilité, c'est une mesure du niveau de satisfaction ou de désirabilité d'un certain état du monde, du point de vue de l'agent. Plus un état a une utilité élevée, plus l'agent le préfère. Un agent basé sur l'utilité ne cherche donc pas simplement à atteindre n'importe quel but, il cherche à atteindre l'état qui maximise son utilité attendue. Autrement dit, il évalue différentes options ou actions en fonction de leurs résultats et choisit celle qui lui semble la plus avantageuse. Prenons un exemple pour rendre ça plus concret. Un robot aspirateur. Disons que pour lui, le niveau de propreté d'une pièce contribue à son utilité. Mais ce n'est pas le seul critère. Sa fonction d'utilité pourrait aussi inclure le risque de heurter un meuble fragile ou de rester coincé, ou encore la distance à parcourir, qui implique une dépense d'énergie. Face à plusieurs zones à nettoyer, l'agent va évaluer le niveau de saleté, les risques associés et la distance à parcourir. Il pourra même se donner des sous-objectifs, par exemple déplacer une chaise qui bloque l'accès à une zone sale. Cette action n'a peut-être aucune utilité directe, mais elle permet d'atteindre un objectif plus rentable ensuite. Et c'est comme ça qu'un agent peut se fixer des objectifs et choisir les bons chemins pour les atteindre. Non pas parce qu'on les lui a imposés, mais parce qu'il observe son environnement, évalue les conséquences possibles et prend les décisions qui maximisent son utilité. Encore une fois, je n'ai pas parlé de ChatGPT, de Gemini ou du chat de Mistral, mais vous voyez sans doute où je veux en venir. On a vu l'intelligence artificielle accomplir des tâches de plus en plus complexes. D'abord, battre des joueurs d'échecs, puis de Go, reconnaître des objets, des animaux, des visages, interpréter des émotions dans un regard ou dans un texte, et aujourd'hui, générer du texte, des musiques, des images, des vidéos. Les tâches que peut accomplir un agent sont souvent égales, voire supérieures à ce que peut faire un être humain dans certains domaines. Et si on ajoute une fonction d'utilité à tout ça? Imaginons maintenant que l'on combine toutes ces capacités à une fonction d'utilité bien définie. En fait, il n'y a même pas besoin d'imaginer. Des auteurs de science-fiction l'ont déjà fait pour nous. Et ça ne finit pas toujours bien d'ailleurs. Au cinéma, par exemple, il y a eu Colossus. Le film est sorti en France sous le nom de Cerveau d'acier. Et puis, beaucoup plus connu, HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et bien sûr, Matrix, Terminator, Ultron, la liste est longue. Ah, attention, ce n'est pas une prophétie. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va nous arriver, ni même que cela pourrait arriver.
Revenons sur Terre un instant. Les capacités que l'intelligence artificielle confère au système vont nous amener petit à petit à concevoir des agents plus autonomes, puis à leur attribuer des fonctions d'utilité. Et c'est en définissant bien ces fonctions d'utilité, en les surveillant, en les contrôlant, que nous pourrons réellement tirer parti des opportunités offertes par ces technologies. Après tout, une intelligence artificielle dont la seule fonction est de maximiser la production de trombones, ça ne peut pas faire de mal, non? Bon, ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à chercher, ça vaut le détour. Bon, jusqu'ici, on a parlé de ce qu'est l'intelligence artificielle, de ce qu'on peut en attendre, mais pas vraiment de comment on en fait. Autrement dit, comment on construit un agent qui sache vraiment faire ce qu'on attend de lui. Ah, enfin, on va parler des approches symboliques et connexionnistes. Tu sais, cette grande guerre froide de la recherche, où chaque camp publiait pour discréditer l'autre Oui, attends, enfin. et le Attends. Non, mais le connexionnisme avec la Oui, symbolique. c'est important. Oui, mais c'est Mais je même. voudrais proposer une autre façon de voir les choses. Oh ben non. Un petit détour par la vraie vie, un petit écart par rapport à la littérature académique. Ouais, mais là, ça fait 2 fois en 2 vidéos quand même. Imaginons Kevin. Kevin veut apprendre à conduire. Comment va-t-on l'aider à devenir un bon conducteur? On va passer par 3 grandes étapes. Les procédures, on lui apprend les gestes techniques, comment vérifier les rétros, débrayer, passer les vitesses, dans quel ordre le faire. Les règles, on lui enseigne ensuite le code de la route, qu'il devra non seulement connaître, mais savoir organiser, prioriser. Et enfin, l'expérience. On le fait conduire, beaucoup, avec un moniteur ou un accompagnant. Et c'est par cette combinaison que Kevin deviendra compétent. Eh bien, pour un agent, ça peut être pareil. On peut programmer des procédures, on écrit un algorithme précis que l'agent suit, par exemple un robot qui explore un arbre de décision, qui l'amène à sortir d'un labyrinthe. Modéliser des règles, on encode des connaissances dans une base logique que l'agent sait mobiliser en fonction des situations. Et faire apprendre par l'expérience. On lui fournit plein de situations, succès ou échecs, réels ou simulés, et il en tire ses propres modèles. Chacune de ces approches correspond à une facette de l'intelligence artificielle, procédurale, symbolique ou basée sur l'apprentissage. Et aujourd'hui, on les combine de plus en plus. Et ce qui est fascinant, c'est que peu importe la méthode, toutes visent à construire un agent qui perçoit, réfléchit et agit de manière rationnelle. Comme Kevin, sauf que lui, il oublie toujours son clignotant. Bon, avant d'aller plus loin, je dois vous avouer qu'il existe une 4e méthode, un peu à part, mais redoutablement efficace dans certains cas. La programmation évolutive ou génétique. Le principe, on génère plein de programmes, un peu au hasard, on garde ceux qui fonctionnent le mieux, on les combine entre eux, on les modifie un peu, et on recommence, encore et encore. Ce processus s'inspire de l'évolution naturelle, variation, sélection, reproduction, mutation. À chaque génération, les meilleurs programmes ont plus de chances d'être transmis. Et après des centaines ou des milliers d'itérations, on obtient souvent des solutions très efficaces, sans jamais avoir écrit l'algorithme à la main. Dans notre analogie de la conduite, ça serait comme mettre plein de débutants au volant, garder ceux qui s'en sortent à peu près, les faire se reproduire. Oui, bon, c'est là que la métaphore dérape un peu. Bon, et répéter ça pendant des milliers de générations. Résultat, au bout d'un moment, on obtient des Kevin qui naissent avec la conduite dans le sang. Bon, c'est une drôle de méthode d'auto-école, mais ça marche étonnamment bien pour l'intelligence artificielle. Bon, allez, je vais laisser de côté cette dernière méthode pour me concentrer sur celle qui va vraiment nous intéresser par la suite. L'apprentissage par l'expérience. C'est cette approche qui a littéralement révolutionné l'intelligence artificielle ces dernières années. Et elle a un nom, le machine learning. Et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo.